Je suis très content de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette émission, l'invité de Patrick Lokala. Je ne suis pas en voyage, je suis à Kinshasa. Malgré les zones de turbulence et malgré quelques intimidations, les menaces que nous recevons tous les jours, eh bien, nous n'avons pas abdiqué. Nous sommes là et en forme. Nous sommes en forme et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me présente ce jour pour vous présenter cette émission. Je suis convaincu que vous passerez de très bons moments de télévision avec nous sur cette chaîne Télénews, chaîne de la Liberté. L'actualité nous oblige à nous retrouver encore une fois. Mais laissez-moi, permettez-moi, Madame, Messieurs, de vous remercier pour l'engouement, pour le soutien, pour vos remarques et vos observations, vos critiques, parfois des critiques qui vont à l'encontre de ce que nous avons comme opinion. Eh bien, nous sommes obligés de les accepter. Cela nous permet d'améliorer. Mais c'est aussi, nous comprenons que le travail que nous faisons est apprécié par beaucoup de nos compatriotes qui nous suivent à la loupe. À la loupe. Je suis un démocrate, un nationaliste de surcroît, et donc je suis très ouvert aux critiques. L'actualité en République démocratique du Congo nous oblige à venir vers vous pour échanger très rapidement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'on a vu quelques cas d'assassinat, de meurtre dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il y a quelqu'un qui vient fraîchement de Goma, de Bukavu. Il a vraiment circulé dans cette partie du pays. Il va nous raconter ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les M23 sont dans la ville? Est-ce qu'ils sont à côté? Est-ce qu'il y a risque de voir cette partie du territoire national être occupée par les éléments du M23? Est-ce qu'il y a une résistance en face? Nous savons très bien que les FARDC se battent jour et nuit pour préserver l'intégrité du territoire national de la République démocratique du Congo. Eh bien, est-ce que lui aussi a entendu parler que le chef de l'État serait passé par Kigali avant de s'en aller? Parce qu'ici, on ne le retrouve pas. Les réseaux sociaux se sont emballés. La porte-parole du président de la République a tenté de calmer les jeux, mais les jeux est loin de se calmer. RFI vient de s'interroger aussi sur le voyage du président de la République qui continue de susciter des réactions au pays et à l'extérieur du pays. Nous allons aborder la question relative aussi à la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y a une véritable bataille entre Christophe Mbosso Nkoliampoanga, Modeste Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. Si Kabuya s'est retiré de la course à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, Mbosso, Bahati et Kamerhe se battent encore. Mais il y a la famille Tshisekedi qui serait citée comme quoi derrière quelques candidats pour le perchoir de l'Assemblée nationale. La non-mise en place ou la mise en place est renvoyée ou retardée du bureau de l'Assemblée nationale est-il l'élément qui bloque la publication du tout nouveau gouvernement de la République? C'est l'un des éléments, mais nous savons tous que le président Tshisekedi n'est pas au pays. Ça peut aussi être l'une des raisons. Mais entre-temps, comment se passe la vie au Congo? C'est la grande interrogation. Où va le Congo? Tout ça, vous le sauriez tout au long de cette émission. Je reçois pour vous Maître Alain Chamavou. Bonjour. Bonjour, cher Patrick Lokala. Bonjour aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. J'ai dit toute ma compassion à la population de l'Est, plus précisément à la population du Nord Kivu, de la ville de Goma, qui ne passe plus de minutes sans un cas de tuerie. Je viens de Goma.
quand vous êtes à Goma, vous voyez comment la population marche, comment la population vit, vous sentez la misère. La misère sur leur front. Cette misère, pas parce qu'ils n'ont pas mangé. Cette misère, pas parce qu'ils ne savent pas scolariser leurs enfants. Mais la misère liée à l'insécurité. Ils ne savent plus leur sort, leur espérance de vie est renouvelée minute par minute. Et donc, si vous dormez, déjà la nuit, si vous allez au lit, vous n'avez pas la chance de vous réveiller le matin. Il y a des quartiers entiers de la ville de Goma qui, quand déjà 17h commence, ce sont des balles qui commencent. On dirait un état de guerre. Des balles qui commencent jusqu'à vers 4h, 5h du matin. Et c'est devenu une monnaie courante. Et curieusement, quand on se réveille le matin, aucune personne ne pose la question de peur d'être châtié. Même le gouvernement ne demande pas pourquoi on a sorti des balles à tel endroit. La population elle-même qui est déjà victime ne sait plus même dénoncer parce que ce sont des faits connus. Et vous osez dénoncer, vous osez vous inquiéter de la situation. Le lendemain, c'est même pas le lendemain, le même jour, on vient chez vous, on vous tue. En fait, c'est devenu comme le Kosovo. Et aujourd'hui, quand on est à Goma, on n'est plus en vie. Quand vous atterrissez seulement à Goma, vous venez de quelque part, votre espérance de vie est remise à zéro, le compteur est remis à zéro. Vous pouvez mourir. Apprenez qu'il y a quelqu'un qui était dans les bureaux CA à Goma, où des balles ont logé la maison. Heureusement, il s'est sauvé. Partout, dans les taxis, dans un restaurant, c'est pas à l'hôtel, partout vous êtes à Goma, vous êtes en insécurité. Cette insécurité, elle vient de quelque part. Elle vient d'où? Elle vient de quelque part. Parce que c'est anodin que hier, c'était quand même une ville relativement stable, qu'aujourd'hui on se réveille, ou aujourd'hui on est en train de parler, on dit, on a vers 14h20, on a récupéré des Noix, on est parti avec, on a cambriolé plus de 10 magasins, vendeurs de téléphones, on est parti à 14h la journée. Il y a des quartiers où des militaires viennent, bon, on parle des militaires, mais ce sont des hommes en uniforme, qui viennent dans des maisons, ils vous braquent l'arme, ils prennent tout ce que vous avez dans la maison, ils partent, ils vont dans une maison, ils opèrent en toute inquiétude possible, sans qu'ils n'aient peur de quelque chose. On dirait que l'État est absent totalement. Le pouvoir politique ou le pouvoir public n'y est plus. Et quand les gens disent qu'on n'a pas encore pris Goma, je m'interroge. Peut-être parce que l'État continue à percevoir les taxes. Non, il y a une autorité de l'État. Il y a le gouverneur militaire qui est installé à Goma. Et il y a, on va dire, l'État congolais, le gouvernement central contrôle toujours la ville de Goma. Mais qu'est-ce que signifie il y a des aéronefs qui atterrissent à l'aéroport international de Goma. Il y a la sécurité, la garde républicaine qui se trouve aux alentours de l'aéroport de Goma. Pour que l'avion le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu est à Goma. Et donc, tous les services de l'État fonctionnent normalement. Vous voulez parler des avions? Non, mais je vais vous donner des cas précis. Pour que CAA quitte Kinshasa ici, l'aéroport de Njili, pour atterrir à l'aéroport de Goma, semble-t-il qu'il paie la taxe quelque part. Semble-t-il. Pas au gouvernement. J'ai dit semble-t-il parce qu'il ne voudrait pas que les services viennent derrière moi. Ah oui. Mais nous savons... Oui, maître. Mais on apprend qu'avant que CAA n'atterrisse à Goma, ils doivent contacter les gens d'autres groupes, les forces négatives, pour demander l'autorisation d'atterrir. Moi, je veux plus parler de... Mais nous savons tous, excusez-moi, c'est vous qui parlez, nous savons tous que pour atterrir à Goma, par exemple, il faut passer par le Rwanda. C'est ça, non? Effectivement, nous savons... Tous les vols qui atterrissent à Goma, à l'aéroport de Goma, passent par le Rwanda. Effectivement. Effectivement, parce que de l'autre côté, c'est le volcan, c'est la colline... le volcan Nyiragongo, donc l'avion ne sait pas prendre l'attitude, il doit contourner vers le Rwanda, quand même, Gisenyi plutôt pour atterrir. Mais ce que je voulais dire, quand vous parlez que la ville de Goma est administrée par le pouvoir public, est-ce que c'est ça que je dis est faux? Je peux dire non. Administrer dans le sens de récupérer les taxes, oui. Parce que gouverner, c'est d'abord protéger les territoires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les territoires
Goma tracé ou Goma. La ville de Goma. La ville de Goma est protégée. Non, on ne peut pas y voir cette théâtralisation qui est en train d'être faite. Là, il y a des défaillances. Donc, ce n'est pas une défaillance, parce que défaillance, ça signifie qu'il y a des cas isolés. Mais c'est la monnaie courante, c'est la vie de Goma. Vous devez vous réveiller et dans votre téléphone, vous devez avoir les messages qu'on a cambriolé 3 ou 4 maisons tel endroit, sans être inquiété. Vous comprenez? Donc, on n'a même plus peur du pouvoir public parce que ce pouvoir n'y existe plus. On peut venir ici dans ces studios, on prend tout ce qu'on peut prendre ici, les caméras et tout, et peut-être nous amener ou nous tuer. Et les gens qui vont le faire, ils partent calmement. Calmement, comme si rien n'était, et comme s'il n'y avait personne qui les pourchasse. Pour dire que à ce côté-là, le pouvoir a failli. Un autre aspect, les militaires qui sont à Goma. On a militarisé Goma. J'étais parmi les premières personnes, connaissant l'Est du pays, à dénoncer les Wazalendo. J'avais dit à l'époque que les Wazalendo là sont des groupes armés qui hier attaquaient le gouvernement. Et quelqu'un qui vous a attaqué hier, dans quelle magie, en un clin d'œil, peut se transformer en votre ami, allié? Votre allié, vous avez 2 ennemis. Vous avez 3 ennemis. Vous dites, ok, comme j'ai 3 ennemis, je prends un de mes ennemis, il m'aide à écraser notre ennemi, mais quand il va finir à écraser cet ennemi là-bas, il va se retourner contre vous parce que votre conflit est toujours là. Et aujourd'hui, on a donné les armes aux civils. Moi, je ne les appelle pas des civils, aux groupes armés qui étaient au Sud Kivu, qui étaient au Nord Kivu. On sait que dans la zone, par exemple, du territoire de Kalehe, au Nord Kivu, à Bunyakiri, il y avait les Maïmaï. Ces Maïmaï-là combattaient le gouvernement. Il a suffi qu'ils fassent une déclaration sur le papier pour qu'on leur arme. Ils ont descendu. Aujourd'hui, si vous êtes à Kalehe, dans le territoire de l'ancien du feu général Delphi Kaimbi, si on vous appelle que vous êtes Muzalendo, on doit vous lapider. Parce que là, Muzalendo signifie criminel. À Goma aujourd'hui, on sait que si on vous appelle aujourd'hui Muzalendo dans la ville de Goma, c'est que vous êtes criminel. Et ce conflit-là que nous, le gouvernement a créé, comment ce gouvernement-là compte le résoudre? Ça sera très difficile. Donc on a créé une situation d'insécurité totale, qu'on ne saura plus gérer, et qui va ramener notre pays peut-être 50 ans ou 20 ans en arrière sur le plan sécuritaire. Et donc Goma est déjà dans les mains de Wazalendo, dans les mains. Et puis il faut le dire que dans ces Wazalendo-là, il y a les M23 transformés en Wazalendo dans la ville. Parce que vous armez les gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur chef. Vous ne connaissez pas les troupes, il est de combien. Vos adversaires, des FARC et d'autres personnes, qu'ils envoient pour porter le même nom de Wazalendo. Il faut maintenant, ils sont en train de terroriser la ville. Ok? Ils sont en train de terroriser la ville et que vous ne savez plus contrôler. Vous commencez à dire non, les Wazalendo doivent rentrer dans les casernes. Les casernes sont où? Ils n'ont pas de casernes. Vous ne savez pas là où ils sont venus et vous ne savez pas là où ils dorment. Vous ne savez pas qui les paye. Vous ne savez pas qui les nourrit. Mais vous les avez seulement armés. Avez-vous été sérieux? Et dans des situations comme celle-là, si on avait le peuple courageux, il devait... Aujourd'hui, je suivais une ancienne interview de Kabound qui disait que le peuple n'est pas dupe. Le peuple peut donner un mandat à une autorité, au président de la République, et le ravir avant la fin de son mandat. Parce que la Constitution, l'article 27, dit que le peuple est souverain. La souveraineté appartient au peuple. Et du fait que le peuple aurait donné mandat, parce que moi je ne crois pas, au président Félix, si on constate qu'il y a l'absence, comme je l'ai lu dans un journal de Libre Afrique, où il fait allusion à l'absence de l'État en RDC. On constate que tout ce qui s'est fait, c'est à l'absence de l'autorité. Et le peuple constatant cette absence-là peut retirer ses mandats. Et Kabound avait donné des exemples de la Tunisie. Il avait donné l'exemple de l'Égypte à l'époque. Le printemps arabe. Voilà. Et aujourd'hui, je peux ajouter quelques exemples. Burkina Faso, quelques exemples de Tunisie. Mais il faut voir comment les peuples aujourd'hui burkinabé est entré ici pas adorer ou de célébrer. Vous voyez par exemple au Mali, le général
Au Mali, oui, il a interdit, il a suspendu toutes les activités de la société civile et de partis politiques. Mais à la ligne où nous sommes, en RDC... Là, ça va très mal. Hein. Mais non, non. On a perdu tout espoir. Prenons les cas de la RDC. Une démocratie, c'est une dictature. Désormais, le Mali, c'est une dictature. Non, mais prenons le cas de la RDC. Où on est en train de tuer les gens. Avant-hier, à Goma, plus de 10 personnes sont mortes. Avez-vous suivi le président de l'Assemblée nationale dire quelque chose? Non, il est préoccupé à autre chose. À quoi? Si ce n'est pas au poste. Avez-vous même les leaders du Nord Kivu, les leaders, prenons les cas des leaders du Nord Kivu. Je prends le cas de Julien Paluku. Avez-vous, a-t-il pipé mot? Prenons le cas des gens qui sont du sud Kivu, du Nord Kivu, les Julien Paluku, les Bahati Lukwebo, les Vital Kamere. Vous savez que vous n'allez pas rater Bahati. Non, mais ils ont des députés là-bas. Les Vital Kamere, et je ne sais pas, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur universitaire, comment il s'appelle, Mouindo Zangi. Les Meboji. Et Meboji, avez-vous suivi une personne comment il s'appelle encore le ministre des ITPR ici, comment il s'appelle? Alexis Guissaro. Alexis Guissaro. Les membres de sa communauté. Justin Bitakwira. Non, prenons le cas d'Alexis Guissaro. Alexis Guissaro, moi je me pose la question. Faudra-t-il sacrifier toute ta communauté? Tes parents, tes oncles, tes tantes, tes neveux, parce que seulement tu as un poste. En quoi il est responsable? On sait que sa communauté a se trouve la responsabilité d'Alexis Guissaro. Mais il devait dire, comme un leader de la communauté, il devait dénoncer ce qui est en train de se passer. Mais on pense que quand on est au gouvernement, c'est comme un chien qui a la viande dans la bouche, il ne sait pas aboyer. Et ça, c'est très grave. Et donc, la situation, elle n'est plus préoccupante parce qu'elle ne préoccupe pas le gouvernement. Mais nous sommes au point mort. Très bien. Au point mort. Et ce n'est que le peuple qui doit se retirer dans cette situation. À Beni aussi, il y a eu des morts. La situation de Beni, on dirait, même le gouvernement n'en parle plus. Parce que le gouvernement, il est dépassé. Et apparemment, c'est dans sa stratégie. Il dit, bon, on ne peut pas suivre, chasser 2 livres à la fois. Comme nous sommes attaqués à M. Kagame, il faut le dire ici. Bon, si encore on s'attaque à Museveni, on peut penser que c'est nous le problème. Pendant que la situation, elle est claire. Tout le monde sait que Nanga vit entre Ouganda et Bunagana. Nanga vit entre Ouganda et Bunagana. C'est là où Nanga vit. Mais oui, pour qu'il arrive à Bunagana, il doit passer par où? Par l'Ouganda. Effectivement, parce qu'il ne vient pas de Goma. Donc, l'Ouganda est une base aérienne pour Nanga, AFC et le M23. C'est connu. Pourquoi alors le gouvernement congolais s'il faut poser à ce ne réagit pas? Il faut poser la question à ce gouvernement. Mais c'est une complicité. C'est à vous que je pose la question. Et moi, je dis que c'est une complicité du gouvernement congolais. Et là, je peux dire que le gouvernement sait ce qui est en train de se passer. Pourquoi on dénonce toujours le Rwanda, mais on oublie que les M23 s'approvisionnent par Ouganda, qui a la frontière avec Bunagana. Et puis Nanga, comme vous l'avez dit, vit en Ouganda et très souvent vient à Bunagana par l'Ouganda. Pourquoi ce 2 poids, des mesures du gouvernement congolais qui sait que dans cette agression, il n'y a pas que le Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda qui joue un rôle par rapport à la base aérienne qu'il offre à ceux qui nous agressent? Pourquoi c'est au-delà de la base arrière, il lui offre des gens, des militaires. Plusieurs rapports citent les militaires ougandais faisant partie des combattants qui combattent du côté M23. On a dit que c'est M23 RDF, comme si c'était seulement les militaires rwandais. D'ailleurs, le mouvement lui-même, au-delà de l'Ouganda, le mouvement est né au AFC. Il est né à Nairobi, au Kenya. Et donc, c'est un appui officiel. Le gouvernement congolais avait même écrit d'extrader Nanga. La réponse du président du Kenya était claire, que non, nous on ne peut pas l'extrader. C'est la démocratie chez nous. C'était une réponse claire. Mais avez-vous un jour suivi le gouvernement congolais dénoncer les Kenyans? Non. Ils sont encore en relation diplomatique aisée.
Et je crois que, pour moi, c'est la complicité de notre gouvernement. Et quand ils sont aux abois, ils cherchent les boucs émissaires. Le bouc émissaire, c'est Joseph Kabila Kabange. Pendant qu'ils ont échoué, ils disent non, le responsable du M23, c'est Joseph Kabila Kabange. Parce qu'évidemment, ils veulent tuer la démocratie au Congo. Et là, je vais répondre, mon ami et confrère avocat de l'Assado. Non, on va y arriver. Lui, il a parlé de l'absence de l'opposition. On va aller vers là. Donc, pour dire... Finissons-en d'abord la question. Si revenir à la question... Alors, mais j'ai une question, avant que je ne pose la question sur la complicité de certains acteurs politiques. C'est à ce niveau que vous aurez l'occasion de revenir sur la part de Joseph Kabila Kabange. Et comme je pose toujours la question, je pose des petites questions directes et vous serez appelés à répondre ou pas. Vous n'êtes pas de toutes les façons obligés à répondre à toutes mes questions. Mais alors, Maître Alain Chamavou est notre invité, il est cadre du FCC, c'est ça? Effectivement. Voilà, il est kabiliste, porte-parole de la COFEDEC. COFEDEC. Et vous savez que notre parti, il faut le dire ainsi, c'est le parti de qui? C'est COFEDEC. Madame Philia Tchipassa. Parce qu'il faut elle n'est pas connue, hein? Elle n'est pas connue, mais elle est connue dans la base du travail qu'elle fait à la base. Où? La base dans le territoire de Lubero. Ah, à Lubero là-bas. Ouais. Elle est fille de Feu Vena Tchipassa, qui était ministre des Affaires foncières et qui était un grand dignitaire. Elle est mouchiste. Non, elle est nandé. Elle est nandé. Elle est nandé. Et donc, je voudrais dire par rapport à mon parti, c'est un vieux parti qui a participé d'abord à la conférence nationale souveraine et qui a participé à la conférence de San City qui a fait naître cette constitution. Et nous sommes bâtis la démocratie à la base. Et je vis Nanga le dire, c'est vrai, peut-être, je ne sais pas s'il a l'inostati, pour dire qu'il soutenait le fédéralisme. Et notre parti, c'est la convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. Et donc, étant une fédération, étant un parti qui prône le fédéralisme, nous pensons qu'au niveau de la base, certains conflits naissent parce que la base n'est pas développée. Quand l'argent arrive à Kinshasa, cet argent-là ne retourne plus dans des provinces. Et voilà ce qui a créé des groupes armés. Vous avez un territoire qui n'est pas administré, un territoire qui n'est pas développé, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais qui produit beaucoup. Vous savez que l'or vient de l'Est. Aujourd'hui, le cacao, c'est une matière première qui vient de Lubero. C'est une très grande guerre là-bas. Mais le territoire n'est pas administré. Il n'y a pas une très bonne police professionnelle. Il n'y a pas l'armée. Pourquoi? Parce que tout vient de Kinshasa. Alors nous avons dit, il faut organiser le pouvoir au niveau de la base, développer la base. Et enfin, s'il y a un pourcentage qu'il faut donner au pouvoir central, c'est ça notre élite. Très bien. On va aborder une question que nous avions abordée il y a une semaine, je crois, avec un invité sur ce plateau, assis sur la même chaise que vous. Il s'agit de monsieur Barnabé Milingano. Serrez vos ceintures. Hein? Voilà, il a déclaré ce qui suit. Nos compatriotes de Kivu sont pro-Kagame, pro-Rwanda. Et il faut leur donner la responsabilité de résoudre cette affaire de l'Est. Vous êtes de l'Est comme lui, vous êtes du Kivu comme lui. Est-ce que vous pensez que Barnabé Milingano a raison de dire clairement comme ça, de s'assumer que vous êtes de pro-Rwanda et de pro-Kagame? Je salue d'abord mon frère Barnabé, là où il est. Si on se connaît, nous avons peut-être une différence du fait que lui, moi je suis voisin du Rwanda, directement, voisin du Rwanda. Parce que votre village est proche du Rwanda, c'est ça? Oui, ce qui nous sépare, c'est seulement les lacs Kivu. Le territoire de Kabare, mon territoire, et Nkombo qui est déjà du côté du Rwanda, c'est une île. On peut traverser par pirogue. Et parfois, c'est le même peuple. Ok? Il faut aller dans l'histoire du Bushi, comme on parle des royaumes. Nous avons fait plusieurs guerres avec les Rwandais. Et à un certain moment, nous avons vécu les Rwandais. Nous sommes allés rester au Rwanda, dans les parcs de Nyungwe. Nous avons fait des enfants là-bas. Nous avons fait
Et on a eu des femmes et tout, ça c'est une histoire. À un certain moment, avec Alexis Kagame, avec oui, les rois Bougri, roi Bougiri, ils nous ont bâtis, ils ont venu occuper le territoire de Kabare pendant des années, ils y ont fait des enfants. Roi Bougiri s'est installé aujourd'hui là où notre Moine Kabare, qui est député provincial, actuellement aussi qui vous vit. Roi Bougiri y a mis son pouvoir. Mais pendant ce temps, vous pensez que les organes de Roi Bougiri ne fonctionnaient pas? Ça fonctionnait, il a fait les enfants. Il a fait des enfants. Il a fait des enfants. Avec des Tutsis. Ces militaires ont fait les enfants. Leurs enfants ont fait des enfants. Donc il y a un véritable mixage. Hein? Et donc, quand on a reconquis le territoire, tout le monde n'est pas parti au Rwanda. Certains sont restés. Certains sont restés. Et du côté congolais, certains sont restés. Et du côté rwandais, certains sont restés. La même situation s'est vécue ici. Le fait, il y a un vieux là qui était député du Bas-Congo, Mboudou Diakongo, comment on l'appelle, l'honorable Nemwanda Semi, a parlé des limites coloniales. Et moi, je vais vous dire la rivière Ruzizi, qui sépare le Sud Kivu au Rwanda, c'est une limite coloniale. Et par les limites coloniales, c'est en 1885. Mais avant 1885, qu'est-ce qu'il y avait? C'est ce que je viens de vous dire. Il y a eu des guerres, des royaumes, des conquêtes des territoires. Ouais. Nous avons conquis une partie du... Ça, vous l'avez dit, oui. Et voilà, donc. Et même chose, Brazzaville ici, quelqu'un m'a appris que la femme de Sassou Nguesso aurait des origines de la RDC. Pas aurait. Elle est du Congo central. Ah, voilà, donc, pour dire qu'il y a eu des mixages partout. Et d'ailleurs, quelqu'un a évoqué une question. Quand les réfugiés congolais quittent l'Angola, quittent les Congolais, les a chassés la fois passée à un certain moment, on a vu un flux, on a chassé tout le monde, ils sont venus ici. Est-ce qu'on a dit qu'ils étaient étrangers? Non. Alors, pourquoi quand il s'agit de réfugiés congolais qui viennent du Rwanda, on doit dire qu'ils sont des Rwandais? Tu vois le problème là où ça réside? Parce que aussi le Rwanda nous agresse tout le temps et maintenant il y a des clichés. Non, il y a des préjugés. Il faut différencier les conflits politiques et la vie sociale. La vie sociale aujourd'hui, on ne peut pas vivre à Bukavu, dans la ville de Bukavu, dans la ville de Goma, sans fréquenter Gisenyi, sans fréquenter Kamembe, et vice-versa. Chaque jour, quand vous allez à la frontière, vous êtes premier au site Kivu, c'est une ligne. Même 5 lignes, les gens attendent le visa. Et puis, ils ne font pas avoir le passeport. Ce n'est pas comme tu veux aller au Brazzaville, où il faut chercher les visas, ce n'est pas quel document, non. Le matin, vous vous réveillez. Laissez passer. Le matin, vous vous réveillez, vous avez seulement votre, ce qu'on appelle CPGL. C'est une carte CPGL qui vous permet de voyager dans 3 pays. Le Rwanda, Burundi, et oui, principalement Congo, Rwanda, Burundi. Bref. Donc, le matin, vous allez au Rwanda. Bref. Barnabé a raison de dire que nos compatriotes du Kivu sont pro-Rwanda, pro-Kagame. C'est ce que je voulais dire. Donc, peut-être que même les compatriotes du Rwanda sont pro-Congo. Ah, peut-être que le Rwandais aussi. Ou pas peut-être. C'est la réalité des choses. Aussi les Rwandais sont pro-Congo. Pro-RDC. Oui. C'est ce que vous ne savez pas. Quand vous êtes Rwandais sont pro-RDC. Quand vous êtes au Rwanda, vous êtes Congolais, avec les Rwandais, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils vous approchent, ils vous achètent de la bière. Ah bon? Mais oui. Vous offrent la bière. Ils vous offrent la bière. Ils vous offrent tout ce que vous pouvez demander. Vous êtes son frère. Mais on dit on nous offre beaucoup de femmes là-bas. Hein. Ah, et les Congolais, je ne sais pas dire qu'ils aiment les femmes, hein, ils fréquentent le Rwanda. Les Rwandais fréquentent le Congo. La question qui se pose, c'est les conflits politiques. Les conflits politiques, là, c'est entre les dirigeants. Et ils se battent pourquoi? On ne sait pas. Très bien, on va avancer. On va avancer. Je pose des questions. Donc, on a compris que des deux côtés, nous avons des Congolais qui sont pro-Rwanda. Oui. Et nous avons des Rwandais qui sont pro-RDC. Ouais. Parce que les deux peuples se fréquentent. Une autre question. Maître Alain Chamavou. Est-ce que la population du Kivu est d'accord avec l'agression rwandaise? Je vais vous faire rire. Je viens de Goma, il y a 3 jours. J'ai discuté avec un compatriote. Il m'a posé la question, maître,
entre aller demander le pouvoir chez maman Marthe. Elle y mettait une vieille maman de 80 quelques années. Elle peut être ma grand-mère. Et aller dans la... Il a appelé ça la révolution de Nanga. Qu'est-ce que vous pouvez choisir? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez choisir? Qu'est-ce que vous pouvez choisir? Il m'a dit, non. Moi, à jamais, je peux aller demander le pouvoir chez une vieille femme. Quoique femme, mère d'un président de la République. Il n'y a personne qui part demander le pouvoir là-bas. Il faut faire attention. Les gens... C'est lui qui me dit, c'est un compatriote qui me le dit. Ouais, c'est comme ça. Dans ces termes, j'utilise les termes. Ouais. Mais ici, vous avez parlé de la famille Tshisekedi qui soutiendrait un candidat au perchoir de l'Assemblée. On va en parler. Et je vous parlera. Je vous dirai ce candidat-là qui est soutenu et la raison pour laquelle il est soutenu. On va y aller. Et si je l'ai dit, on va pas me d'abord ici. 2023. Ouais. Donc, quelle était votre réponse? Ma réponse, je n'ai pas donné de réponse. Je lui ai retoqué la question et lui m'a dit qu'il préfère aller dans la révolution de Nanga que de soutenir, que d'aller demander le pouvoir chez une vieille maman. La question que vous avez posée, c'est de savoir, est-ce que les gens soutiennent... Les gens de Kivu. Les gens de Kivu soutiennent l'M23. Les gens de Kivu soutiennent la paix. Non, les gens de Kivu... Je n'ai pas parlé du M23 d'abord. Parce que l'M23 n'est que cet arbre qui cache la forêt. J'ai dit, est-ce que nos compatriotes du Kivu sont d'accord avec l'agression rwandaise? Non, nos compatriotes du Kivu ne peuvent pas être d'accord avec une agression. Ok? Parce qu'ils aiment la paix. Ils aiment la paix. Et ils aiment le développement. Ils aiment le patriotisme. Ils constatent que ce patriotisme n'existe plus. Ils constatent qu'au sommet de l'État, les gens l'ont abandonné à son triste sort. Ils n'attendent maintenant qu'un Messie. Si c'est le Rwanda qui peut apparaître comme un Messie pour les sauver. Prenons le cas de la ville de Goma, où chaque jour, chaque minute, chaque seconde, il y a une tuerie, il y a un vol, il y a je ne sais pas quoi, et que demain ou après-demain, l'agression que vous appelez l'agression rwandaise, alors que, encore que je ne sais pas s'il y a une agression rwandaise, parce que même le gouvernement... C'est le discours officiel. Non, le discours officiel, c'est Kabila qui soutient l'M23, ce n'est plus le Rwanda. Et ça, vous avez suivi, Kabila l'a dit. Et ils ont fabriqué un témoin qui l'a dit. Alors, en quoi le Rwanda... Ou vous voulez dire que le Rwanda utilise Kabila? Que Kabila serait un agent du Rwanda, comme je vis un aventurier le dire? Très bien. Je vais encore poser une autre question. Maître Alain Chamavo, parce que vous êtes de l'Est, vous êtes du Kivu. Est-ce que la population du Kivu va vouloir un jour quitter le Congo et créer un État qui serait proche de Kagame ou du Rwanda? Ça, c'est mon combat personnel. Ils sont totalement loyaux au drapeau national et au Congo de Nozaïe. Quand il faut voir la redistribution des richesses de la RDC. Je parle de la population. Ce n'est pas votre analyse que je vais. Oui. La population. Et c'est ça, la majorité de la population du site Kivu. La majorité pense quoi? Elle pense que la distribution de la richesse n'est pas à favoriser la cohésion nationale. Et ils veulent, en majorité, que les ressources les servent là où ils sont, et là où ces ressources sortent. La RDC, la grande partie du patrimoine de la RDC vient de l'Est. Mais l'Est du pays est délaissé à son triste sort. Et c'est comme ça que la grande partie de la population se bat jour et nuit pour être indépendant. C'est-à-dire, l'indépendance, ce n'est pas de se détacher de la RDC. Mais c'est de créer un fédéralisme, avoir leur propre président, et que toutes les ressources du pays, de la province ou de l'espace Est, restent là-bas pour développer l'Est. Ce n'est pas que nous allons nous allier au Rwanda. Non. Nous allons nous développer. Nous allons nous développer indépendamment de Kinshasa. Parce qu'ici à Kinshasa... Donc le fédéralisme. Mais oui. C'est le combat de plusieurs leaders, moi y compris. Ah, et vous soutenez le fédéralisme? Oui.
Et la Constitution me donne ce pouvoir de prendre cette position là-bas. Et on ne va pas venir m'arrêter parce que j'ai dit qu'on change la Constitution pour instaurer le fédéralisme. Et d'ailleurs, moi, je suis pour la 4e République. Parce que cette 3e République, il faut l'enterrer. Et elle ne nous sert à rien. La redistribution des richesses... Vous pensez que le fédéralisme, si jamais un jour on a des États fédéraux, c'est ça, hein? Oui. La situation va se stabiliser dans la partie Est? En grande partie. Pourquoi? Parce que... Est-ce que ça ne sera pas l'occasion de balkaniser le pays et donner cette partie à Paul Kagame au Rwanda, lorsqu'on sait qu'il a, il a une vision expansionniste, hein? On l'acquise toujours comme ça. Vous savez ce qui nous bloque? C'est Kinshasa. En aucun jour, ça il faut rêver, que notre territoire, le Bushi, parce qu'il faut voir les voisins du Rwanda, ce n'est pas les Barega chez Barnabé. Barnabé n'est pas voisin du Rwanda. Là, je parle de son territoire de Mwenga. C'est Kabare, ok? C'est Calais et c'est Idjui. Mais ces territoires... Les deux Idjui, nord et sud? Oui. Ça forme un seul territoire. J'ai été là-bas. Voilà. Donc ce sont les 3 territoires qui sont... Apparemment, il y a beaucoup de fétiches là-bas à Idjui. Mais oui, quand on te dit que Nakwende à Idjui, donc je vais aller à Idjui à cause de toi. Là, c'est toi qui est... Parce qu'en fait, on sait qu'il y a toujours 2 fétiches. Hein. Il y a un fétiche forestier et un fétiche de l'eau. Et on a toujours dit que le fétiche qui vient de l'eau est plus fort que celui qui vient de la forêt. Si vous êtes forestier, vous ne pouvez pas intimider un insulaire. Hein. Il faut faire attention. Parce que, Azala Biloko Moko, ceux qui à côté de Maï, à Komi Baleine, Tango Akobima, tu vas voir. Toi, tu vas aller dans la forêt, même si tu devenais lion, tout ça, c'est rien. Mais parce que même les lions, il faut regarder les films, les documentaires, tous les animaux ont peur de l'eau. Même les lions. On a toujours dit que les lions, c'est les rois de la forêt, mais quand ils passent dans l'eau, ils la perdent. Et c'est pas ce qui va se passer là en bas. Ah, voilà, c'est là où il y a la grande force. La forêt, on sait voir tout ce qui se passe, mais dans l'eau, tu ne sais pas ce qui est au fond. Ça, c'était une parenthèse qu'on ferme. Donc, pour dire que les gens qui mentent que s'il y a le fédéralisme, s'il y a le fédéralisme, on va balkaniser, on va aller chez les Rwandais, ils se trompent. Parce que d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, si on prenait les Rwandais et les déplacer, les mettre là où se trouve Congo-Brazzaville, ou là où se trouve le Centrafrique, cette partie-là serait déjà annexée au Rwanda. Mais Dieu a voulu mettre les Rwandais à côté des Bashi. Parce que les Bashi que nous sommes nationalistes. Nous sommes amis au Rwandais, oui. Quand il s'agit de frères, oui. Mais quand ils sont chez eux. Quand chacun est chez lui. Vous êtes des frères, mais quand chacun est chez lui, oui, tranquillement. On peut se fréquenter, on peut faire tout, quand chacun est chez lui. Mais quand il s'agit de venir prendre notre terre, on nous raconte toujours debout. Et ça, c'est l'histoire. Avant l'époque coloniale, avant 1885, la conférence de Berlin. Et ça ne changera pas. Et nous le disons à nos enfants. Les Bashi sont de vrais nationalistes? Mais oui, nous nous battons seulement pour le développement du Bush. Il faut savoir que nous ne fuyons pas notre terre. Nous ne sommes pas comme nos frères Kassaïens qui sont en train de fuir chez eux. Moi ici, je vous parle, j'ai ma maison à Kavumu. J'ai construit ma maison. Ils n'ont pas fui chez eux. Mais... Et donc, on le voit ici. Ça s'est dit. Vous aussi, vous êtes ici. Oui, mais ça s'est dit. Il faut voir, il y a combien de Bashi ici et combien de Kassaïens. Et ce n'est pas moi qui le dis. Même entre eux-mêmes, ils dénoncent. Nous voyons des vidéos sur les réseaux sociaux, ils disent ils n'ont rien fait, et tel n'a pas construit, et tout ça. Donc on sait qu'ils fuient. Ils sont au Katanga. Ils ont fui, on sait qu'ils sont au Katanga, c'est l'histoire. À un certain moment, il y a eu même des massacres là-bas, et tout le monde sait qu'ils fuient la misère chez eux. Très bien. Mais chez nous c'est le contraire. Alors là où j'ai construit ma maison, là où j'ai enterré mon père, même si j'ai mouru à Kinshasa ici, aujourd'hui, pensez-vous comment on va m'enterrer à un cimetière ici? Nos frères ici, même Bahati qui me malmène, va contribuer pour qu'on m'amène. Même Bahati va réclamer ton corps pour qu'on t'amène là-bas. Il va contribuer. Bahati. Parce que je suis devenu un mort, n'a plus de conflit. Il va encore me combattre pendant que je suis mort. Il va compatir, même d'une manière ironique. Il va donner sa contribution pour dire non, c'est notre fils, c'est un leader de notre milieu, il doit être enterré au village. Très bien. Et vous pensez que mes enfants qui m'ont enterré là-bas accepteront que le Rwanda vienne appartenir au Rwanda? Impossible. Et donc, nous sommes des nationalistes, nous nous battons pour le développement de chez nous, et ce qui peut amener le développement, c'est le fédéralisme.
Et alors, mais si dans cet état unitaire que nous sommes, il y a quand même une bonne redistribution des recettes, là, il n'y aura plus de raison d'aller dans le fédéralisme. Vous savez, la vision de père de l'indépendance, dès le début, Lumumba a prôné un état unitaire justement pour contrer les velléités de la balkanisation de notre pays. Les faits aujourd'hui lui donnent raison. Mais à quoi bon avoir un grand espace que vous n'administrez pas? Ça ne sert à rien. C'est par contre un danger du sous-développement de l'Afrique aujourd'hui. S'il faut sillonner aujourd'hui tous les pays, les 9 pays voisins, ils sont construits. Et je viens communiquer sur les réseaux sociaux où on dit, désormais pour aller à Beni, vous devez passer par le Rwanda, vous entrez par l'Ouganda pour entrer à Beni. Pendant qu'il y a une route qui quitte Goma, Beni. Il est impraticable. Impraticable et insécurisé. Alors, pourquoi vous voulez que cet espace-là... Il n'y a pas de route Goma-Bukavu, il faut passer par l'eau. Il y a la route Goma-Bukavu et ça fait 3 heures d'état si elle est en bonne santé. 3 heures seulement? Oui, parce que c'est 180 km. Si vous roulez avec votre véhicule 60 km/h, ça suffit que dans 3 heures, vous avez fait 180 km. Si vous faites même 90 heures, ça suffit que dans 2 heures, vous aurez fait 180 km, vous êtes à Goma. Ça suffit que vous pouvez vous réveiller à Bukavu à 6 heures et à 8 heures, vous êtes dans votre bureau à Goma. Vous finissez le travail à 16 heures, à 18 heures, vous êtes à Goma par véhicule. Mais aujourd'hui, tu ne sais plus fréquenter cette route-là. La Banque africaine de développement avait financé à hauteur de 99 millions de dollars cette route. Et il y a un tweet sur le compte de Bahati Lukwebo qu'il dit que c'est lui qui avait même négocié l'argent. Mais quand l'argent est sorti, l'argent a été bouffé ici à Kinshasa. Et vous voulez nous dire qu'on reste dans l'état unitaire pendant que l'argent est sorti pour construire la route, l'argent a été bouffé. Mais si cet argent a été donné au gouverneur qui est là-bas et qui dépend de la population localement, la population pouvait marcher, aller dans son bureau parce que nous sommes en mesure de le faire et lui demander, monsieur le président, on vous a donné 99 millions de dollars, où est cet argent? Si vous n'en avez pas, peut-être on vous fait sortir, on y met une autre personne. Et 2 fois, 3 fois comme ça, cet espace-là sera sécurisé. Mais aujourd'hui, même les gouverneurs, ils dépendent de qui? Si pas du président de la République. Très bien, merci beaucoup, maître Alain Chamavou, c'est l'invité de Patrick Lokala. Parmi les complices du M23, quelques noms ont été cités. Vous n'étiez pas à Kinshasa à ce moment-là, vous étiez dans la partie Est, mais vous êtes de retour, maître Alain Chamavou. Où se trouve Joseph Kabila Kabange? Très bien. N'est-il pas à Kigali ou à Kampala ou à Bujumbura, par exemple? Je dois vous dire, comme vous venez de le préciser, j'ai fait une tournée à l'Est. J'étais à Uvira. Je suis allé à Bujumbura. Ah, vous êtes allé à Bujumbura? Et j'ai appris que les autorités de la RDC, certains conseillers du président de la République, sont toujours en contact permanent avec les autorités rwandaises. Et peut-être les jours prochains, s'il faudra les citer, on les citera. Et donc, c'est là qu'ils sont en train de dire, savoir où se trouve Kabila. Kabila a quitté le pays en bonne et due forme. Kabila, il y avait un communiqué, tout le monde l'avait vu, qu'il était invité à l'université de Johannesburg, où il fait sa thèse. Nous avons vu Kabila en train de défendre le projet de sa défense. Ouais. Ok? C'est passé à la télé, tout le monde a vu ça. Et dès lors, il est plus rentré au pays. Nous avons vu Kabila en Namibie, à des reprises officiellement. Premièrement, on a vu qu'il allait donner compatir avec la famille. Et les jours de l'enterrement de l'ancien président namibien, nous l'avons vu. À la cérémonie, il y avait même notre président, Félix Tshisekedi. Ce signifie c'est son vie dans la masse. Après, on a dit qu'il a fui le pays. Mais pourquoi on l'a dit après? C'est en fait, c'est pour disculper la vraie information. La vraie information est que les autorités congolaises sont toujours en contact permanent avec les autorités rwandaises. Ils n'ont jamais coupé les liens. Ils n'ont jamais coupé les relations diplomatiques. Notre ambassadeur est toujours en poste à Kigali. L'ambassadeur rwandais est toujours ici sur Lukusa. Franck, que je connais, qui est un ami, parce qu'il a grandi chez nous à Bukavu. Franck? Oui. Franck est qui?
je n'ai pas les noms, les postes et noms en tête, mais il s'appelle Franck. Franck a grandi à Bukavu. Il a étudié à Bukavu. Il a fait l'Inikin ici. Oh. C'est celui qui a remplacé Karega. Franck? Oui, c'est un garçon béqué. Il a étudié ici à l'Unikin? Oui, il a étudié à l'Unikin, où il a eu son diplôme de licence ici. Il est Tutsi? C'est un Rwandais. Je ne connais pas s'il est Tutsi ou Hutu, mais c'est un Rwandais. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon voyage? Là, peut-être je pourrais répondre à la question de Kabila après. Ce que j'ai noté, d'abord, par rapport aux militaires burundais qui sont à Bukavu. Il y a des militaires burundais, oui, à Bukavu? Oui. Ils font quoi? Ils sont à Bukavu, ils sont à Fizi, chez mon vieux Némi Moulania. Ils sont à Fizi aussi? Oui. Ouais. Dans les mines. Ils font quoi? Dans les mines. Dans les mines de l'or? Oui, ils sont là-bas. Les militaires burundais font de l'or au Congo? Ils sont dans les mines. Est-ce qu'ils sont là officiellement? Officiellement. Vous n'avez même pas vu une vidéo là où on disait que M23 est allé à Bukavu, on a vu une vidéo des militaires. C'est parce que ce sont des Burundais. Et curieusement, on les a fait porter la tenue militaire congolaise. Maintenant, comme ils sont passés vers Kalambo, c'est l'université catholique de Bukavu, d'ailleurs là où je finis, les étudiants les ont filmés de loin. Parce qu'il est interdit de filmer ces militaires. Et ils ont le mot d'ordre, malheureusement. Si ils vous voient en train de les filmer, ils vous fusillent et vous décédez. Si seulement vous osez filmer ces militaires-là, ils ont reçu l'ordre de tuer les Congolais. Qui sont ces militaires? Selon mes enquêtes à Bujumbura, ces militaires-là ne sont même pas des militaires. Ah, ce sont des militants. Des militants du parti politique qu'on appelle CNDD-FDD. Ces militants, le président burundais, quand il a accédé au pouvoir, il les avait promis bon et merveille au Burundi. Il a vu la situation dégringoler au Burundi. Ces militants commençaient à mettre une pression sur lui. Comme nos amis de l'IMT, parfois ils mettent une pression sur l'IDPS. Mais le CNDD-FDD a trouvé l'opportunité. D'abord, il faut dire que ce parti-là est constitué uniquement, peut-être pour ne pas être extrémiste, majoritairement par les Hutus. Et qu'est-ce que signifie CNDD? CNDD signifie Conseil national de défense de la démocratie. FDD signifie force de défense. Ça signifie que ce sont des paramilitaires comme les Wazalendo, ici chez nous. Ce sont des gens qui savent manier les armes. Ce sont des militants, des civils, qui défendent le pouvoir au Burundi. Et j'ai même appris que récemment, comme on a préparé les élections, et que le président burundais est en difficulté parce que le taux de dollar chez lui, il est allé $1 aujourd'hui, c'est autour de 40 000 francs burundais. C'est un peu comme chez nous. Hein, on n'est pas quand même à 40 000. On est encore à 28 000 et tout, et tout. Alors, la vie sociale au Burundi est devenue très compliquée. C'est comme ça qu'il a trouvé une stratégie. Il a pris tous ses militants. Il les a fait porter la tenue militaire pour qu'ils viennent combattre les M23. Mais comment un civil peut combattre un rebelle? Ça signifie qu'on a trompé le gouvernement congolais. Deux, on a dit que ce sont des Hutus. Or, vous savez que dans la région, il y a le conflit entre Hutus et Tutsi. Au Rwanda et au Burundi. C'est ce conflit-là qui a fait partir Nkurunziza. Il est mort empoisonné. Nkurunziza était Hutu. C'est Hutu, oui. C'est Hutu qui aurait été tué. J'ai dit qu'il aurait été tué. Empoisonné, même si on aurait dit que c'était Covid qui l'aurait fait partir, comme le fait le président de la Tanzanie. Et ces Hutus sont contre les Tutsis. Tout le monde le sait, qu'il y a le conflit entre Hutus et Tutsis. C'est comme ça que le pouvoir du Rwanda s'est senti menacé. Parce que ces militants du FDD, CNDD, FDD, sont dans la plaine de la Ruzizi. Et quand vous êtes dans la plaine de la Ruzizi, c'est le Rwanda à côté. C'est comme ça que le Rwanda a coupé directement. Le Burundi a coupé, a fermé les frontières avec le Rwanda. Pour dire que vous êtes mon ennemi. Et ces FDD au Burundi, on les aurait même distribué les machettes officiellement. Pour dire, on va aller aux élections.
S'il y a des complications, tuer les gens. Alors, ces militaires qui sont au Congo, ils sont dans les mines, j'ai dit à Fizi, de l'or. Dans les mines d'or. Ils sont, d'autres maintenant, autour du lac Kivu. C'est là qu'on avait vu une vidéo à Kalambo, à l'Université catholique de Bukavu, qui est au bord du lac Kivu. On les a filmés, aller vers Birava. Birava, c'est un village au bord du lac Kivu. Et donc, ils regardent le Rwanda. Or, les Hutus et les FDLR, c'est un seul peuple. Les FDLR sont des Hutus. Les Burundais sont des Hutus. Et on serait en train de dire que les FDLR sont venus vers Bunyakiri. Ils ont intégré cette armée là-bas, les CNDD, FDD. Et c'est comme ça que le régime de Kagame se trouve être en insécurité. Qu'est-ce que le régime maintenant a fait? Le régime de Kagame a développé sa stratégie de défense et a détruit notre espace aérien, a détruit tout ce qu'on avait comme arsenal militaire à l'aéroport. On en a acheté d'autres. C'est ça. C'est vrai, on en a acheté d'autres qui ne sont pas protégés. On est entré dans notre système aérien. Vous avez dit que tout avion qui descend à l'aéroport de Goma passe par le Rwanda. C'est ça la réalité. Et il faut savoir que rien inventé. Sur le plan aéronautique civil, on échange des informations aériennes entre la RDC et l'Ouganda, parce que l'espace aérien, on le partage de peur qu'il y ait collision d'avions. Un avion qui vient atterrir à l'aéroport de Kamembe traverse notre lac, le lac Kivu de notre côté. Alors, les avions, les tours de contrôle doivent communiquer. Mais nous ne communiquons pas dans le sens d'avoir les informations. C'est juste pour régler la situation aérienne. Mais le Rwanda utilise ces informations pour autre chose. Et c'est comme ça qu'on peut détruire tout ce qu'on peut acheter comme munitions et tout. On sait là où ça se localise. Et donc, cette situation là-bas, elle est très dangereuse par rapport à ces militaires-là. Deuxième élément que j'ai constaté, c'est par rapport au Wazalendo. Ça, c'est dans mes enquêtes que je viens de faire. Le Wazalendo, on fait quoi? Dans le Wazalendo, il y a le vrai et il y a le faux. Et les qui sont les vrais, qui sont les faux? Comment les identifier? Les faux constitueraient 80% de ce que vous appelez Wazalendo aujourd'hui. Les faux Wazalendo constitueraient 80%. Évalués à 80%. Oui. Et les 20 seulement sont de vrais. Sont de vrais, c'est ce que maintenant on peut appeler les nationalistes. Et les vrais là-bas seraient au front. Où ils sont au front. Mais les faux seraient où? Les faux sont dans la ville, dans les villes, là où on ne combat pas. Ils sont à Goma, en train de commettre l'insécurité, en train de tuer jour et nuit. Comment identifier les faux et les vrais? On ne sait plus. Mais pour moi, c'est simple de les identifier. Tout celui qui s'appelle Mouzalendo qui n'est pas au front, pour moi, c'est un faux. Il faut l'arrêter. Tout celui qui s'appelle Mouzalendo qui est dans une zone qui n'est pas dans la guerre, il faut l'arrêter. Au Sud Kivu, ils commettent des terreurs. Même aux alentours de Kavumu. Et c'est pourquoi je dis que l'M23 est à Kavumu. À Kavumu aussi? Il est là. Les Wazalendo là sont d'où? Ils ne sont pas des M23. Et la ville de Goma peut tomber. Et je crois que le jour que la ville de Goma officiellement, je dis officiellement parce que pour moi, c'est les Wazalendo là constituent M23. D'ailleurs, ils sont même plus dangereux que les M23. Les Wazalendo. Oui. Donc, certains Wazalendo sont plus très dangereux que les M23. Est-ce que c'est les M23 qui est en train de tuer les gens à Goma? Non. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas camouflés pour commettre des actes? Et qu'est-ce que notre État fait? Montrer que le pouvoir a failli alors que le pouvoir se bat pour rétablir l'autorité de l'État. C'est la question. Si ils se sont transformés, pourquoi nous, notre gouvernement, ne pouvait pas se transformer et aller dans le camp de M23, là où ils ont conquis Aruchuru, je ne sais pas, Bunagana, pour tuer les M23 là-bas? Donc pour dire que la zone, vous avez dit, elle est contrôlée par le gouvernement. Les exactions qui s'y commettent, c'est à la tête du gouvernement. Le gouvernement y a échoué. Moi, je leur ai demandé de se retirer. Très bien, merci beaucoup, maître Alain Chamavou. Alors, pour répondre à la question que vous m'avez posée de Kabila, nous disons que Kabila est à l'étranger.
Il est où? Il est parti en Afrique du Sud officiellement. Il est où? En Afrique du Sud. Il rentre quand? Les jours que son agenda le permettra. Parce que si je vous posez la question, pas en fuite? Même si je ne suis pas venu vous poser les questions, Où serait le président, notre président? Kabila n'est-il pas en fuite? Fuir pourquoi? Comme l'a dit Kabouya. Non, fuir pourquoi? Parce qu'on dit qu'il serait derrière les M23. Certains de ses lieutenants ont rejoint officiellement les M23 et que, par exemple, Kabila aurait peur de rentrer au pays pour éviter justement qu'il soit interpellé par la justice congolaise. Et quand les militants de l'IDP sont allés au M23, l'IDP s'est allé là-bas aussi. Kabouya aussi soutient le M23. Quand les militants d'IMLC sont allés au M23, Bemba aussi est allé là-bas. Quand les militants de l'AFDC sont allés au M23, même les militants de l'AFDC sont allés. Et de l'INC de Surcroît sont allés, c'est ce qu'on ne vous a jamais dit. Tous ces partis politiques-là, leurs militants sont à l'AFC de Nanga. Et il y en a d'autres qui sont ici à Kinshasa, qui font partie. Peut-être qu'ils sont les relais. Et on ne sait pas. Moi, je vous dis, selon nos enquêtes, il y a des conseillers du président de la République qui sont en contact avec l'AFC. Oh, les conseillers du président. Oui, il y en a. Qui seraient en contact avec l'AFC. Il y en a. De qui tenez-vous ça? Ce sont mes enquêtes. Vos enquêtes? Ce sont mes enquêtes que je menais. Je viens de l'Est. Je suis un enfant de là. Et je suis allé... On vous a dit là-bas à l'Est qu'il y a des gens... conseillers du président Tshisekedi seraient en contact avec Nanga. Ils sont là. Et Nanga lui me l'avait dit. Nanga ne l'avait pas dit qu'il y avait des gens de la société civile, qu'il y avait des gens des partis politiques, et que pour raison de sécurité, il ne voulait pas citer leur nom. Et ils sont par milliers qui sont dans le gouvernement. Et quand vous voyez les actes que le gouvernement pose, on peut penser qu'ils sont M23. Car déjà un seul ministre construit toute une cité moderne, inaugure ça. L'argent de l'État construit ici à Kinshasa. Pendant ce temps, les militaires ne sont mal payés. J'ai vu un militaire sur les réseaux sociaux à Simbi Fufuboé, Yamouké, à Simbi Pio Dimoko, Boye. C'est ça, voici ce qu'on mange au front. Mais ces types-là, c'est plus qu'M23. Quand on vous dit qu'on a fait sortir l'argent à mode d'urgence, je ne sais pas, 13 millions pour les lampadaires qui n'existaient pas. On en a acheté que 100 seulement. Est-ce que celui-là n'est pas plus que M23? Et le forage, un forage à 250 000 $. Et quand Alingeti, même si personnellement je ne le soutiens pas, mais quand Alingeti dénonce ça, il faut maintenant l'abattre. Moi je crois que ce gouvernement ici a des membres du M23. Et peut-être que ce sont les gens, Nanga l'avait dit, que l'argent qu'ils reçoivent, c'est l'argent qui vient des cotisations des gens qui sont au pouvoir. Je vis les porte-parole militaires du M23 le dire que les armes avec qu'ils combattent, ce sont les armes qui leur sont données par le gouvernement. Très bien. Ils n'achètent pas. Et merci donc, beaucoup. C'est très dangereux. Et je trouve, j'ai lu le journal Libre Afrique, le pouvoir est absent. Au Congo. Au Congo. S'il y avait le pouvoir, un type comme Kazadi serait aux arrêts. Là, je parle de Nicolas, comme ministre des Finances. S'il y avait le pouvoir, un type comme l'autre Kazadi, ministre de l'Intérieur, serait aussi aux arrêts. S'il y avait le pouvoir, un type comme Bemba, serait aux arrêts. S'il y avait le pouvoir, notre ministre des Affaires étrangères, serait aux arrêts. Qui ne dénonce pas l'Ouganda, qui ne dénonce pas le Kenya, serait aux arrêts. S'il y avait le pouvoir, s'il y avait le pouvoir, Batikro qui a dilapidé l'argent de fonctionnement du Sénat et qui a bourré tous les fonctionnaires du Sénat, serait aux arrêts. Les fonctionnaires, même s'ils sont mes frères, recrutés dans une opacité totale, seraient aux arrêts. Serait aux arrêts. S'il y avait le pouvoir. S'il y avait le pouvoir, Vital Kamerhe serait à Makala. S'il y avait le pouvoir, les gens comme Julien Paloukou seraient aux arrêts. Mais comme le pouvoir est absent, tous ces gens-là sont devenus des références du pouvoir. Parce que ce pouvoir-là collabore avec l'ennemi. Et je crois que le jour que Kabila rentrera au pays, tous ces gens-là... Kabila, on dit qu'il est en fuite, comment il rentrera? Non, Kabila va rentrer au pouvoir. Et ça, c'est pouvoir.
Et ça, c'est certain. Il faut d'abord rentrer Parmi au pays. les choses que j'ai de certitude dans ce Il pays, faut d'abord rentrer au pays et ensuite chercher à conquérir le pouvoir. moi, je vous dis, Lui-même est en fuite. Comment il va venir quand récupérer le pouvoir? ça, je vous dis et retenez-le. Parmi les choses dont j'ai la certitude qui vont arriver, c'est le retour de Joseph Kabila Kabange comme président de la République. D'abord, il faut prier pour qu'il rentre au pays parce qu'il serait en fuite. Parce que qui va Ensuite, l'arrêter? hein? Qui va l'arrêter? Quand même les chargés de sécurité, celui qui vous protège lui-même est en insécurité. Vous-même, on ne sait pas là où vous vous trouvez. Votre chargé de sécurité, on le retrouve mort. On jette le corps dans la rue. C'est vous qui allez arrêter Kabila. Sécurisez-vous d'abord. Jésus avait dit, avant de pleurer pour moi, pleurez d'abord pour vos femmes et vos enfants. Et donc Kabila va rentrer et rien n'arrivera. Il peut rentrer aujourd'hui. Et qui vous dit que Kabila n'est pas au pays? Hein? Qui vous dit que Kabila n'est pas au Congo? Kabila est au pays? Mais qui vous dit qu'il n'est pas là? Non, maître. Kabila est au pays? Mais oui, pourquoi pas? Il peut être, je ne dis pas qu'il est là, mais qui vous dit qu'il n'est pas là? Peut-être qu'il Il est où? Il est où? Vous savez qu'il vit à Lubumbashi, au Katanga. Kabila. Avez-vous été à Kashamata? Kabila est à Kashamata. Mais oui, si vous êtes homme, allez là-bas. Si vous êtes homme, allez le chercher là-bas. Kabila est à Kashamata. Oui, allez là-bas. Allez Il se cache là-bas. Il se cache pourquoi? C'est chez lui, on sait que c'est sa résidence. Kabila se cache à Non, Kashamata. il ne peut pas se cacher. Le service de sécurité fonctionne. Quand il est sorti, le service de sécurité le savait. Et quand il est rentré, ou quand il rentrera, on le saura. Pour ça, il faut m'arrêter. Vous avez aussi peur de l'arrestation? Parce que c'est le mode opératoire. On a tenté de tuer l'opposition. Et justement, Katende a dit qu'il n'y a plus d'opposition au Congo. Je réponds à Katende. On ne peut pas avoir l'opposition dans une dictature. L'opposition n'existe que quand il y a la démocratie. Ça signifie qu'il y a le pouvoir qui gouverne et il y a les minorités qui donnent le point de vue contraire. Mais nous sommes dans une situation qui, aujourd'hui, vous osez donner un point de vue contraire, on vous traite d'M23. C'est le cas qu'on a de dire pour Kabila. Parce que seulement Kabila a refusé de participer à la prestation de serment, qu'il faut le qualifier d'M23. On l'a qualifié de Rwandais, il s'est dit. Jusqu'à dire que Kabila commence à travailler pour Nanga. Ça, c'est quand même l'insulter. Quand ils ne sont pas d'accord avec vous, ils disent que vous êtes un rebelle. Mais la démocratie signifie qu'il y a des gens il faut écouter l'autre son de cloche. Vous avez vu maintenant l'IDPS, parce qu'ils ont tué l'opposition. L'IDPS est allée elle-même dans la rue pour manifester contre l'agression rwandaise. Pendant que c'était la mission de l'opposition. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'opposition en RDC. On parle de la résistance. Parce que tous les gens qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle sont en exil. Vous êtes là, vous êtes allé à Goma, vous êtes allé à Bukavu, jusqu'à Bujumbura, vous êtes rentré à Kinshasa. Personne ne vous a inquiété, maître. Et demain, quand on va m'inquiéter pour ça, ne dites pas que je ne vous ai pas dit. On va vous inquiéter demain pour avoir été à Goma, à Bukavu et à Bujumbura. Pour avoir dit ce que le pouvoir ne veut pas qu'on dise. Pendant que hier, ils étaient dans la marche, ils insultaient. Alors, vous voulez fuir alors? Non, je ne veux pas fuir, moi je veux mourir ici. Non, vous n'allez pas mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Savez-vous que j'ai déjà fait l'exil dans ces pays? Et j'ai dit que c'était le dernier qui m'a été imposé par Al-Bahati. Je suis rentré. Nous sommes bâtis devant les cours des tribunaux et je n'irai plus en exil. S'il faut dénoncer, je dénoncerai ici. Je n'irai pas en exil, je ne prendrai pas les armes contre la République. Je utiliserai ma bouche comme avocat, j'utiliserai mon stylo, j'écrirai, je parlerai comme un poète. Très bien, maître Alain Chamavou. Où se trouve votre président de la République? Question mythique, question magique. Selon mes sources. Oh mon Dieu, est-ce qu'on ne va pas m'arrêter? Derek Lukeba. Où se trouve le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mon cher, est-ce que si on m'arrêtait, tu viendras voir ma femme et mes enfants? Est-ce que vous savez là où il est? Mais je vais pas donner mes sources.
Non, je ne vous ai pas demandé la source. J'ai dit, est-ce que vous savez où se trouve le président Tshisekedi? Selon les communiqués... D'abord, oui ou non, est-ce que vous savez où se trouve le président Tshisekedi? Je ne sais pas où se trouve le président Tshisekedi. Vous ne savez pas. Mais selon mes sources, même les sources officielles de sa porte-parole, elle avait annoncé que le président avait voyagé. À l'étranger. À l'étranger. Ouais. Selon mes caméras, on l'aurait vu à Kigali. On aurait vu le président Tshisekedi à Kigali. Et j'ai dit, on l'aurait vu à Kigali. Ce n'est pas moi qui l'avais vu. Mais c'est selon certaines indiscrétions. Et qui serait parti en Belgique. Qu'il serait parti en Belgique. Je suis en train d'utiliser les mots. J'ai choisi les temps que j'utilise. Pourquoi il n'avait pas annoncé officiellement sa sortie? Ils ont laissé à tout le monde, tout Congolais, de spéculer. Comme je suis en train de spéculer maintenant. Comme vous pouvez spéculer, comme tout citoyen peut spéculer, et ce n'est pas une infraction. De savoir où est votre président, parce qu'il représente l'État congolais. Donc moi, comme citoyen, j'ai le droit de savoir où serait mon président. Est-il vivant, viable? Est-il malade? Est-il en bon état? Je dois le savoir. C'est un droit à l'information. Dans ces spéculations, ils disent quoi? Qu'il est allé chercher quoi à Kigali? C'est lui-même qui est le premier à dire que c'est Kigali qui nous agresse. Pourquoi est-ce qu'il passerait par Kigali avant de se rendre en Belgique? Tout le monde sait que le pouvoir mondial s'est déplacé à Kigali il y a pas longtemps. Non, c'est juste des anciens présidents, vous aussi. Bon, les anciens présidents, mais il faut... Tu sais qu'il y a 6 familles qui gèrent le monde entier. 6 familles? Oui. 6 familles gèrent le monde, même le Congo. Et parmi les 6 familles, il y a la famille Clinton. Donc, si un Clinton est à Kigali, ce sont les États-Unis. C'est parmi les 6 familles du monde qui gèrent le monde entier. C'est comme la famille Bush. Et donc, quand vous voyez ces gens là-bas, le président sud-africain qui était contre le Rwanda, Ramaphosa, qui avait déjà coupé les relations diplomatiques avec le Rwanda. On avait chassé Karega en Afrique du Sud parce qu'il serait impliqué dans la mort d'un opposant, Patrick Karega, d'un opposant rwandais. En fuite. Ok? Et on avait coupé les relations diplomatiques. Mais aujourd'hui, avec ces mal arrivés de ce que vous appelez les anciens présidents, au Rwanda, il a signé, il a accrédité un ambassadeur. Il n'a même pas attendu qu'il rentre en Afrique du Sud. Il a trouvé que s'il rentrait, il va peut-être perdre le temps. Parce que c'était très, très urgent. Il a signé là-bas, à Kigali, Yakana, Zonga et Pananga. Donc, d'après les spéculations, on a contraint le président Tshisekedi à aller à Kigali. À aller négocier. Négocier avec qui? Avec Kagame. Ils se seraient rencontrés à Kigali? Oui, ils se seraient rencontrés. Et pourquoi je le dis? Aujourd'hui même, Ramaphosa a annoncé une mission de 48 heures en Ouganda. Les 15 et les 16. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Nous sommes le 13, le 12 avril. Les 15, Ramaphosa sera en Ouganda. Pour concrétiser ce qu'ils ont parlé à Kigali. Et les troupes SADC pour lesquelles on se battait déjà la poitrine, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Et c'est le peuple qui continuera à souffrir. Et malheureusement, ce pouvoir nous a mis en danger. Qui pour nous sortir dans cette situation? Si vous étiez à la place de Félix Tshisekedi et qu'on vous invitait à Kigali à cet instant-là, ne seriez-vous pas parti? Je ne partirai pas. Pourquoi? Je ne partirai pas parce que je suis un homme qui déjà, j'avais dit que c'est au ciel où je me verrai avec Kagame. Mais la politique est dynamique, hein? Non, mais ce n'est pas ça le dynamisme. Ça, c'est la traîtrise. Parce que le dynamisme de la politique signifie tu laisses un couloir. Mais lui n'avait pas laissé de couloir, n'avait pas laissé de porte. Il avait dit à jamais. À jamais. Pendant qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais parce que les choses changent, les événements changent. Et la société évolue.
Mais lui avait dit jamais. Et pourquoi partir la nuit? S'il devait partir, si ce n'était pas une trahison, il serait parti la journée. Ce n'est pas interdit au président congolais d'aller à Kigali. Il y a été plusieurs fois. Et ce que j'ai toujours fustigé, quand c'est l'UDPS qui va à Kigali, ce n'est pas une trahison. Mais quand c'est une autre partie, ou un autre individu, ou un autre acteur politique qui va là-bas, ça devient une trahison. L'UDPS avait mis un agent en poste, le secrétaire général qui est aussi Mourega d'ailleurs du site Kivu, l'ancien conseiller politique de Félix de Tshisekedi, Valentin Moubake. Il est Mourega. Comme Barnabé. Oui, comme Barnabé Milingagno. C'est son oncle, ou ça doit être son oncle, qui a été placé en poste à Kigali pour donner des informations au Sphinx. Là, ce n'était pas une trahison. Mais si aujourd'hui Kabila envoie officiellement un de ses conseillers en poste à Kigali, on va dire que non, Kabila c'est un Rwandais. Et donc, j'ai même vu maintenant là, depuis qu'on a dit que Bob Kabamba serait en connivence avec l'AFC, on commence à dire que c'est un Rwandais. Que on a dit que la maman de Bob Kabamba serait Tuchi. Non, Kabamba c'est un Moulouba. Dikassa, il semble même du même village avec Félix Tshisekedi. Mais seulement parce qu'ils ne pas, ils sont en contradiction. Donc tout citoyen congolais qui n'est pas en bon terme avec le régime, on dit qu'il est rwandais. Et le jour qu'on me dira que je suis rwandais, moi je prendrai ma bière. Hein, parce que vous n'êtes pas rwandais? Non, c'est pas un problème. Je suis du site Kivu, donc c'est le même peuple. Non, parce que là, il y a un problème, soit papa rwandais ou maman congolaise, ou papa congolais, maman rwandaise. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'un de ces cas? Non, moi je vous ai dit que je suis Mouchi. Je suis Mouchi du site Kivu. Vous n'avez pas un pied pourquoi chez les Tutsis? Pourquoi? Ou chez les Hutus du Rwanda? Totalement. Je suis Mouchi. Comme Kamere, comme Bahati? Oui, déjà Kamere, les noms. Parce que les noms sont tirés de la culture. J'ai un ancien qui m'a enseigné qui s'appelle Katabaruka. Katabaruka. Katabaruka, c'est un Congolais. Mais le nom déjà de Katabaruka, c'est un Rwandais. Hein? Vous comprenez? Et le nom de Kamere? Kamere Wakanyingini. Nkingi. C'est un nom à connotation rwandaise. Le nom de Kamere est un nom à connotation rwandaise. Oui, peut-être que son père avait un ami qui s'appelait comme ça. Et par amitié, tu sais que comme tu es mon ami là, demain j'ai un fils, je peux dire qu'il s'appelle Okala, ou il s'appelle Patrick, à mémoire de notre amitié. Okay. Cela ne veut pas dire que le même jour, mon fils devient Tété là. Pas seulement il a le nom de Lokala. Non, il reste Mouchi, mais son père est ami à un frère, tout ça. Très bien, merci beaucoup. Et donc, pour l'instant, le président n'est pas au pays. Ça reste mystique. Je ne sais pas dire qu'il est à l'étranger. Je ne sais pas dire qu'il est au Congo. Mais je spécule en disant qu'officiellement, on a dit qu'il était sorti. On n'a jamais dit qu'il est rentré. Certains disent qu'on avait annoncé son départ pour embrouiller les pistes, mais il serait ici au Congo. Et il serait au Congo. Et on aurait tenté de le tuer. Ah! Il aurait échappé à un coup d'État. Il aurait échappé à un coup d'État. Et c'est comme ça qu'on a stimulé un voyage. Oui, pour dissiper, pour distraire brouiller les pistes. Mais il y serait au Congo. Il serait au pays. Et il serait au pays, mais on aurait brûlé les pistes. Mais quand vous voyez les gens, un type comme son conseiller qui sont chargés de sécurité, dont le corps a été jeté. Ah, l'un de ces chargés de sécurité a été abattu. Oui, j'oublie les noms. On a vu les corps aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On a vu les photos quand il était vivant avec Félix. Et on voit les corps jetés. On tente de croire qu'il y a des malaises au sein de la présidence de la République. Et que la question sécuritaire pose problème. Parce que déjà, quand vous changez votre sécurité, à plus de 3 fois, vous avez changé un conseil, votre conseil chargé de sécurité. Vous avez changé le service de renseignement. Vous avez bougé le service de DEMIAP, de renseignement militaire. Ça signifie que votre sécurité a un problème. Et que quand ce soit vos proches qui sont chargés de votre sécurité personnelle, qui sont attachés à vous, qui meurent dans des conditions floues, horribles,
assassiné et jeté, ça suffit qu'il y a un problème. Et ce problème, pour moi, il faut le résoudre. Il faut communiquer, que le peuple sache. Parce que maintenant, on est en train de spéculer. Et tout cela est né parce qu'il y a eu des fausses élections qui ont été organisées dans ce pays. Les esprits sont surchauffés. Et pourquoi on dit que Kabila, on l'a tenté qualifié d'M23? C'est parce qu'il a pris cette question-là des élections à cœur. Partout où il passe, il dit qu'il n'y a pas eu d'élection dans ce pays et qu'on a fait un coup d'État constitutionnel depuis 2020. Et qu'il faut réparer les choses. Parce que seulement on dit cela, dans un salon où on est écouté, parce qu'il faut le dire, Kabila est respecté à l'étranger. Attendez maître, entre Kabila et Tshisekedi, qui est plus respecté à l'étranger? Non, tout le monde le sait, c'est Kabila. Kabila est plus respecté à l'étranger que Félix Tshisekedi. Mais oui. D'ailleurs, se passe de quoi? Il faut prendre le jour, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés dans une activité. C'est en Namibie. Mais Kabila était loin comme ça. Au Deuil. Oui, loin. Félix était devant. Il faut voir comment Kabila, tout le monde, Kabila a effacé. D'ailleurs, on ne parlait même plus de Tshisekedi là-bas. Il semblait qu'il est rentré au pays très énervé parce que, donc on ne savait même pas qu'il était là. On a fini, maître Alain Chamabou. Donc, pas de bureau définitif jusque-là. On dit que la famille biologique du président de la République jouerait un rôle un rôle influent quant au choix du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. Kabouya s'y est retiré, mais jusque-là, c'est très flou. Il y a beaucoup de pesanteurs sur le choix des animateurs du futur bureau définitif de l'Assemblée nationale. Juste un mot et puis... en fait, j'ai appris qu'il y a une crise de leadership à l'Union sacrée. Vous avez appris ou c'est ça votre analyse? D'abord, j'ai appris, et c'est ça mon analyse aussi, du fait que on ne sait pas, à l'époque de JFCC, cela n'existait pas. Il y avait la dictature, les dictats de Kabila qui dominaient. C'est en politique, il doit y avoir les mots d'ordre. C'était les dictats de Kabila. Non, les mots d'ordre. On vous appelle à Kingakati, on dit, vous là, à ces postes, vous là, à ces postes. Mais sous Félix, c'est la démocratie. Il laisse tout le monde s'exprimer, se faire prévaloir, afficher les ambitions et au finish, non, si on désigne quelqu'un. Non, mais si c'est la démocratie que vous dites là, qu'on les laisse tous postuler. Mais comme c'est les dictats qu'il va imposer, et il va suivre Machi Amoumen, Kamere, on va l'éliminer. On va l'éliminer, on va éliminer sa candidature. On va écarter Kamere. On dit que c'est lui qui aurait été choisi. On va l'écarter. On dit que c'est Kamere qui aurait été choisi. Et l'IDPS va joindre un vice-président, parce que Kabouya n'est pas là. D'ailleurs, on a demandé aux membres du parti de s'exprimer, d'exprimer leurs ambitions. J'ai appris que Maman Marthe, ma grand-mère, parce qu'il peut avoir l'âge de ma grand-mère, a choisi une autre candidature. Celle de Mbosso, il faut le dire. Maman Marthe serait derrière Mbosso. Il avance comme argument. Maman Marthe serait derrière Mbosso. Oui. Contre Kamere. Contre Kamere et contre Bahati Lukwebo. Pourquoi? Il dit que... C'est quoi la raison? Mbosso serait le compagnon de son mari. Mbosso était l'un des compagnons de son mari. Et à l'absence de son mari, c'est lui qui peut le protéger, c'est Mbosso. C'est Mbosso qui pourrait protéger Maman Marthe. Qui pourrait protéger Maman Marthe. Oui, et ses intérêts. Ah, mais ses intérêts. C'est la maman du président. Oui. Mbosso mais ne peut pas... les intérêts de Maman Marthe seraient protégés plus par Mbosso. Quels sont ses intérêts? Il faut les chercher. Ça, c'est ce que vous auriez appris. J'ai appris. Qui peut ne pas être vrai. Ça peut ne pas être vrai, oui, mais j'aurais appris que les intérêts, Maman Marthe, vous l'avez même dit aussi ici, que la famille soutiendrait un candidat. Mais je n'ai pas parlé de Maman Marthe, moi. J'ai parlé de la famille. La famille, aujourd'hui, la famille Tshisekedi, qui est patriarche ou matriarche, c'est bon. Le patriarche qui est dedans, si ce n'est pas Maman Marthe, au premier plan, et ses enfants. Et donc, quand il faut parler de la famille Tshisekedi, c'est Maman Marthe au premier plan. Et tout le monde sait, vous avez vu le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le premier ministre, je ne sais pas, Kabouya, même la première ministre qui venait d'être nommée, avant toute opération, elle est allée où? Elle est allée où? Mais on dit que Kamere menacerait de claquer la porte de l'Union sacrée au cas où il ne serait pas désigné candidat
Il semble président que de le l'Assemblée jour, il y a nationale. une photo qui a circulé où on voit toutes les autorités des institutions chez Maman Marthe, à l'absence, le présidium de l'Union Sacrée, à Kamere l'absence était absent. de Vital Kamere. Mais- Et il semblerait que Maman Marthe aurait refusé qu'elle n'arrive pas dans sa maison parce que en 2011, Kamere avait refusé de rallier les Sphinx. Voilà. C'est ça la colère. Oui, et il doit en payer le prix. Il doit en payer le prix. Alors, est-ce que vous voyez Kamere quitter l'Union Sacrée au cas où il ne serait pas désigné à la présidence de l'Assemblée nationale? Kamere que j'ai connu il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est le plus le même Kamere. C'est-à-dire? Il a perdu ses lettres de noblesse, il a perdu sa valeur, il a perdu le charisme qui était, le mythe qu'il incarnait. Et aujourd'hui, si Kamere avait les mêmes mythes, il ne serait pas dans l'Union Sacrée après avoir été acquitté par la justice. Vous êtes humilié par votre partenaire. On a gazé On votre vous femme. jette en prison. Votre femme humiliée. On vous confronte à votre femme et vos enfants en public. Vous êtes un mouche qui garde les valeurs de la femme et de l'enfant. Mais on vous oppose à votre fille. On vous oppose à votre femme. Et la personne qui vous oppose, qui vous malmène comme ça, vous continuez à l'appeler chef. Chez nous, c'est déplier les bagages et aller dans un autre village. Si votre chef vous fait ça dans le village, il cesse d'être votre chef, vous allez chercher un autre chef ailleurs, dans un autre village, où cet homme-là ne compte pas. Arrêtez de pousser Kamere à la révolte. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas fait ça? Pour moi, il a perdu toutes ses valeurs. Il a perdu les mythes Buntu Bush qui l'entourait. Et il est devenu... donc, il est devenu sans valeur. Sans valeur. Donc, c'est comme un tonneau dans lequel il n'y a plus rien. Un tonneau vide. Très bien. Répondez maintenant à ma question. Est-ce que si il n'était pas désigné candidat président du bureau définitif de l'Assemblée nationale par l'Union Sacrée, est-ce que Kamere quitterait? Il ne va pas quitter. Il ne va pas quitter. Pourquoi il ne quitterait pas? Parce qu'il sait qu'il n'est plus rien. Il a perdu sa valeur. Il va aller où? Ça sera un non-événement et c'est pourquoi il ne quittera pas. Kamere, on peut me le faire aujourd'hui vice-ministre et il va accepter. Vice-ministre? Il va accepter. Si on propose à Kamere un poste de vice-ministre, il va l'accepter. Il a accepté. On peut lui proposer gouverneur. On peut lui proposer le VPMVK. Oh là là. Le président de l'UNC. Qui savait en 2011 que VK pouvait accepter être VPM? Qui le savait? Qui savait que VK pouvait m'accepter être Premier ministre? Qui le savait? L'IRCAB. Qui savait que VK pouvait accepter être directeur de cabinet? Non, mais sa passion pour le Congo, il s'efface souvent au profit de... La même raison, il peut être vice-ministre. C'est toujours la passion pour le Congo. Non, mais moi, en tout cas, franchement, je ne vois pas... Peut-être le chef du village ou du quartier. Non, mais moi, je ne vois pas Kamere accepter d'être un simple vice-ministre. C'est quand même Vital Kamere, Loi Kanyingini. Déjà, pour avoir accepté d'être dirigé par Sama Lukonde, c'est tout. Après avoir été humilié, accepter de rentrer devant quelqu'un qui vous a humilié, qui a craché dans votre bouche. C'est tout, il est plié. Bon, je ne sais pas peser les mots. Moi, je suis un coutumier. Nous avons la même coutume, lui et moi. Vous êtes des frères. Nous sommes des frères. Et qu'il y a la force de nos aïeux qui pèse sur nous. Et cette force-là, c'est celle qui vous propulse à un poste de responsabilité, à devenir grand. Moi, sur moi, j'ai encore la force là. Lui n'en a plus. Il n'en a plus. Parce qu'il y a des valeurs. Et ça, il faut couper, il faut les lui envoyer. Ah, moi, je n'ai pas son numéro. Il n'a plus de valeurs qui le propulsent à occuper des postes de responsabilité. Il en a perdu. Le principe a été écrasé. Et c'est devenu un tonneau vide. Et s'il vous surprenait? Il ne va plus surprendre. Et s'il était désigné candidat président de l'Union Sacrée au poste du président de l'Assemblée nationale? Il peut l'exercer, mais il ne va pas faire long fait comme il en a fait en 2009, 2008, 2007. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus ces mythes-là à la quitter. Le pouvoir, tu sais qu'on vient de quelque part. Et nous, on a toujours dit que votre ombril, là où on l'a jeté, ok, c'est de là où votre pouvoir commence. Alors, si vous détruisez ça, on peut vous voir en train de marcher, en train de parloter, mais vous ne représentez plus rien, vous êtes inutile.
On peut faire même président de la République. Donc, les jours qu'on va commencer à compter le président de la République, on ne vous comptera pas. Merci. Monsieur Sylvain. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Vous croyez à l'unité du Congo, Maître Alain Chamavou? Mon dernier mot de la fin. Oui, je crois à l'unité du pays. Je veux que ce pays soit uni, mais plus qu'il soit fédéré. Vous voulez que Félix convoque un dialogue pour la cohésion nationale? Ce n'est plus lui qui doit convoquer cette cohésion nationale parce qu'il a raté l'occasion. Ce que je peux attendre du président de la République, s'il est un bon citoyen congolais, c'est sa démission. Peut-être, c'est ce qu'il est en train de vouloir préparer, en mettant un silence de là où il serait. Peut-être, mais je ne crois plus à ce qui... Donc moi, je ne crois plus à Félix, à aucune minute, ni pour nous sauver dans la situation dans laquelle nous sommes, parce que c'est lui qui nous a plongé là-bas. Et je crois que la situation lui-même l'a échappé. Et je crois peut-être à une 4e république. Ça signifie cette constitution, down, par terre, les institutions par terre, tout ce qu'on a par terre. Félix reste. Tout. Quand on dit sa constitution par terre, c'est que c'est ce qu'il a mis là-bas. Donc ça signifie down, lui-même là. Et que les forces sociales existent. Il y a les confessions religieuses, elles sont là. Il y a les associations, sont là. La société civile est là. On va se mettre sur une table égal à égal et rédiger une nouvelle constitution. Merci. Pour l'avènement de la 4e République. Merci beaucoup, Maître Alain Chamavou. Nous vous remercions. Voilà, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec Maître Alain Chamavou, qui est de retour à Kinshasa après un long voyage qu'il a amené à Goma, à Bukavu, à Bujumbura. Il est de retour ici avec nous. Vous n'avez pas eu des ennuis, hein? On n'a pas cru que vous êtes allé rejoindre Nanga. Non, mais vous savez qu'au Burundi où je suis allé, nous sommes encore en bonne relation avec le Burundi. Bon, il est vrai que voyager aujourd'hui, si vous quittez Kinshasa pour aller à l'est du pays, ça devient un peu compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'avais une inquiétude, mais heureusement, on ne m'a pas inquiété à l'aéroport d'Njili, on ne m'a pas inquiété à l'aéroport de Goma, au port de Bukavu, je suis allé. Je n'ai pas emprunté le Rwanda parce que tu sais que pour arriver à Bujumbura aujourd'hui, il faut passer la route Ngomwe-Tabime. Ça m'a pris un voyage de peut-être 1 heure, ça m'a pris toute une journée. Merci beaucoup, Maître Alain Chamavou. Cette émission a été réalisée par Derek Loukeba. Je suis Patrick Lokala. Si vous l'avez aimé, allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté. Merci.